jeudi matin, près de Cherbourg. Les habitants semblent avoir quitté les lieux. Ce chêne de 10 mètres a été déraciné par le vent 3 heures plus tôt et s'est abattu sur la toiture. Bon, l'habitation est bien endommagée, hein. Il y a plusieurs arbres qui sont en train de se déraciner sur le secteur sud. Le terrain est détrempé et on risque d'avoir encore d'autres arbres sur ce terrain-là. Le lieutenant Le Carpentier est un éclaireur. Avant chaque intervention des sapeurs-pompiers, il évalue les dégâts. Il parvient à joindre les propriétaires de la maison, réfugiés chez une voisine. Bon, alors pour l'instant, ne rentrez pas chez vous. Hein, vous avez quand même des risques au niveau des arbres de votre jardin à tomber sur l'habitation. Et on viendra par la suite dégager cet arbre. Ce que je vous conseille, c'est de rester chez vos voisins parce qu'on voit bien que votre habitation quand même est menacée par les arbres qui l'entourent. Donc revenez après le coup de vent. Le coup de vent. En fait, une tempête exceptionnelle qui a balayé l'ouest de la France mercredi et jeudi. Des vagues de 21 mètres. Kiran a d'abord touché le Finistère. Des rafales historiques, jusqu'à 207 km/h. Une nuit infernale que les habitants confinés filment. Comme ici, près de Brest, à 2h30 du matin. Bretagne, Normandie, les dégâts sont considérables. En France, Kiran a fait une 50aine de blessés et 3 morts, dont un chauffeur routier tué par la chute d'un arbre sur son camion. Après avoir quitté en catastrophe leur chalet, Ludovic, Anouk et leur fils Elio le retrouvent avec appréhension. La maison est entourée d'une centaine d'arbres. Ils l'ont acheté l'an dernier, 260 000 €. Le rêve de leur vie. Faudrait pas qu'il glisse. Ludovic craint que la structure de la maison soit endommagée. Ça arrivait jusqu'à la poutre. J'ai l'impression que la charpente n'a pas été touchée. Ça fait quand même bien du dégât. Je ne m'attendais pas à autant de dégâts. Ça fait peur parce qu'il bougeait comme ça et le vent arrivait. Donc je le voyais vraiment partir sur le côté, donc pas trop inquiet. Et en fait, non, au moment où il est tombé, il est vraiment venu sur nous comme ça. Le poids du grand chêne risque d'éventrer la maison. Les sapeurs-pompiers de Cherbourg-Tour-la-Ville vont devoir le couper. Faire celle-là d'abord. Ouais. Tu veux qu'on fasse quoi? On va essayer de tenter branche par branche. Ouais, bah non, tu le débites. Débite-le, on garde juste pas le débiter, en Tu le prends sous ta zone. Alors là, la difficulté, c'est que l'arbre, il est bien rentré dans la charpente de la maison. Et donc là, si on coupe le tronc trop bas, ça risque d'arracher tout le bas de la toiture. Quand les soldats du feu deviennent les soldats du bois. On a juste à le couper là, il va tomber. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré en Normandie et en Bretagne et les dégâts couverts par les assurances. Ce qui permettra à Ludovic et Anouk de se faire indemniser rapidement. Moi, ce que je vous conseille, vu les arbres que vous avez autour de chez vous et la dangerosité de certains, c'est d'aller dormir chez des amis ou dans la famille, faire débiter vos arbres et après vous pourrez regagner votre maison. C'est ça, c'est ce qu'on avait prévu là. C'est pas raisonnable de rester ce soir de toute façon. Ouais, de rien, bonne fin de journée. Bah, merci. Bon courage. Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Kiran, ou l'histoire d'une catastrophe annoncée. Mercredi soir, sur l'île Tudy, 785 habitants. L'une des communes du Finistère Sud les plus sujettes au risque submersion. Ici, 60% des maisons sont en zone rouge. Éric Joussaume, le maire, a déclenché une cellule de crise. C'est la prévision qui vient nous arriver. Là. Moi j'ai commencé 130, 140 et en noir 150. Et donc on voit que chez nous ça touche le 150. 150 km/h, oui. Il faut rester chez soi. Là.
Les yeux rivés sur les prévisions météorologiques, le maire et ses conseillers vont passer la nuit dans cette salle. On est ici. Là, on arrive à la période la plus critique. Donc là, il est pas loin de minuit. Je pense que jusqu'à 4 h du matin, on va être dans le cœur de la tempête. 1 h du matin, les vents se déchaînent. 120, puis 130 km/h. Pour Gilles et Dominique, responsables des services techniques de la ville, c'est l'heure de la dernière patrouille. Avant que les conditions n'empêchent peut-être toute sortie. Il n'y a pas de choses qui traînent, des containers poubelles qui risquent de s'envoler, des mobilier urbain qui n'est pas attaché. Les gens ont respecté les consignes. Ouais, a priori, ouais. Tout le monde est calfeutré. Calfeutré, car dehors il y a danger. Les rafales ont fait leur premier ravage. Depuis 21 h, il est interdit de circuler dans tout le Finistère. La route de Quimper est devenue périlleuse, tapissée de branches et d'arbres qui tombent comme des mouches. « 7 h du matin, pour le maire de l'Île-Tudy, c'est l'heure de constater les dégâts. Ah, Hugo? Ça va? Ouais. Bonjour. Bon, vous allez y arriver? Ouais, il y en a 2 qui sont tombés? Ouais, 2. Et il y en a un autre derrière, là? Un autre derrière avec le candélabre. Ouais, le portail ici, complètement cassé. Bonjour. Vous allez bien? Bon. Comment allez-vous? Vous avez été au premier lot, là? Ouais, un volet qui a cassé chez moi, mais pas grave. D'accord. Il y a un bateau qui a coulé là, juste en face. D'accord. Sinon, quelques ardoises par contre. Ouais, ça, faut que les gens fassent attention. Je pense qu'on a échappé belle parce qu'heureusement on ne déplore pas de victimes, on n'a pas de blessés pour l'instant, on ne nous a pas recensé de blessés. Donc je crois que heureusement que les gens sont restés chez eux, quoi. Alors qu'en Bretagne, l'Île-Tudy retrouve son calme, Kiran s'attaque ce jeudi matin aux côtes normandes. Des rafales à 150 km/h. À Cherbourg, malgré la tempête, le remorqueur de la marine vient de secourir un plaisancier en détresse. Son voilier avait rompu ses amarres et dérivait dangereusement vers le large. D'accord, c'est où? Vous avez un blessé? Claude Van Martin, un Anglais intrépide, était au mouillage. Where did you live? Vous habitez où? À Cherbourg? Sur le voilier? On the boat? Ouais. Avez-vous mal quelque part? Are you hurting somewhere? No? J'ai demandé, pas de douleur. You want to stay on your boat? Oui. You're sure? Oui. No hurt. Okay. Here we are. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous dériviez vers le large? Que j'avais besoin d'aide. Et vite. C'était une situation critique. Si j'avais eu un moteur, j'aurais pu rentrer directement au port. Mais sans moteur, je ne pouvais rien faire. Avec mes 2 ancres, normalement ça tient, mais pas aujourd'hui. Une fois le vent tombé, les pompiers de Cherbourg peuvent enfin intervenir sur les dégâts. Mise en sécurité des toits, pose de bâches, 3700 interventions dans la Manche en 2 jours, contre une centaine par jour en temps normal. Dans son sillage, la tempête a laissé 1 200 000 foyers sans électricité. Joachim et sa petite famille s'apprêtent à passer leur 2e soirée dans le noir. Là, j'allume les bougies, pour voir plus clair. Parce qu'il n'y a pas de courant. Parce qu'il n'y a pas de lumière. On utilise les bougies de notre mariage il y a 2 ans. On les consume là. Bah, ça me plaît pas. Ça te plaît pas? Pourquoi? Parce que c'est chiant. Pas d'électricité, pas de chauffage. Alors Aurélie joue du système D. Elle se sert de sa gazinière pour réchauffer la maison. J'essaie de réchauffer, de cuisiner un peu toutes les 2 heures pour qu'on ne perde pas trop de degrés dans la maison puisqu'on était à 16 degrés ce matin. Et en faisant de la cuisine toutes les 2 heures, on arrive à maintenir une température à 18 degrés.
Donc cet après-midi, j'ai fait des crêpes aussi pour les enfants. Et alors ce soir, vous cuisinez quoi de bon? Eh ben, ça va être petit lardon avec des gésiers et des haricots verts. Qui étaient congelés, qu'on décongelait. On a perdu un peu de choses au congélateur, comme beaucoup de gens. Hein. Les grands-parents, privés d'électricité eux aussi, sont venus se réfugier chez Aurore et Joachim pour l'apéro. On va boire un petit coup aux chandelles, comme à l'ancienne. En Théo. 36 heures qu'ils vivent à la bougie et à la lampe torche. On fait plus de jeux en famille. Finalement, ça a du positif. Les listes du Père Noël sont faites. Voilà, on a lu, voilà, on attend que ça passe. On n'a pas de connexion internet, pas de téléphone. Pour communiquer avec les proches, c'est difficile. Pas d'internet. Et du coup, vous avez appelé l'opérateur? Oui, on a essayé, mais en fait, il nous redirige vers Internet, mais on n'a pas d'Internet, donc voilà, on est bloqué. On attend. Ce qui nous manque le plus, ça va être la douche chaude ce soir pour se réchauffer, parce que le ballon d'eau chaude depuis 36 heures, il est plus trop chaud. Pas assez chaud pour une douche, en tout cas. Tranquille. Au retour de la lumière. La lumière est revenue vendredi dans la soirée chez Aurélie et Joachim. Malgré les interventions d'Enedis, 176 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir, principalement en Bretagne et en Normandie. Depuis 1 mois et demi, la maison de Nicolas n'est plus qu'un champ de ruines. Sa propriété a déjà été inondée à 2 reprises. Et ce jeudi soir à Quimperlé, le cauchemar est sur le point de recommencer. En 1 heure, on a pris 50-60 cm d'eau supplémentaire en remontée. Fin décembre et début janvier, l'eau a dévasté le rez-de-chaussée de sa maison. Chauffage, gazinière, tout est hors service. Ce père séparé au chômage doit temporairement vivre ailleurs. Donc moi, je ne peux pas habiter ici avec mon fils. Quand on voit les traces d'humidité qu'il y a, j'ai un fils de 3 ans et demi. Donc pour moi, c'est impossible de faire vivre un enfant avec toute l'humidité qui est ambiante. Impossible aussi de rester plus longtemps ce soir. L'alerte rouge inondation a été déclenchée dans sa ville. Il est 20 h. La rivière située à quelques mètres de chez lui fait déjà entendre sa colère. Ça a augmenté un petit peu. Quimperlé s'apprête à vivre une inondation comparable à celle du 24 décembre et du 2 janvier dernier. Toute la partie basse de cette ville de 12 000 habitants avait alors été submergée. La faute à des précipitations records et à la particularité des lieux. Ici, 2 rivières se rejoignent pour n'en former qu'une. Dans ce goulet d'étranglement, la rivière Leïta ne peut dans ces cas-là que déborder. Il est 21 h et la rivière devient de plus en plus menaçante. Sur les quais, un seul commerce est encore ouvert, ce petit bistrot-hôtel. Tu veux pas une bière, Maurice ? Le patron sert encore les clients, malgré l'alerte qui concerne aussi une autre ville du Finistère. Bien dérisoire quand il y a une crue, mais les habitants de Morlaix ont l'habitude de ça. Merci beaucoup Pierre Daretti en direct de Morlaix pour mieux comprendre l'ampleur de cette... Ces crues exceptionnelles, Jeannot en a l'habitude. Depuis 40 ans qu'il gère cet établissement, il en a affronté 7. Ce soir, il se prépare au pire. Il a mis ses stocks à l'abri, a surélevé ses chaises. Il a surtout beaucoup appris des expériences passées. Quand on a construit, le tableau électrique était très bas, était en bas, quoi. Et après la première inondation de 1974, on a remonté le tableau. Et les prises aussi, on les a mises à mettre... vous voyez, à cette hauteur-là, les prises. Là, on a monté les prises, quoi. Le moins habitué aux inondations, le plus inquiet, c'est Alain, le seul client qui dort cette nuit dans l'hôtel. C'est la fille du patron qui lui montre par où sortir si l'eau s'engouffre au rez-de-chaussée. Je pousse cette porte-là. D'accord.
À l'étage, il y a cette sortie de secours qui lui permettra de se rendre à son travail demain matin. Je prends cette route-là, je fais le tour du pâté de maison. C'est ça. Et je reprends le pont pour récupérer mon véhicule. Tout à fait. Bon, impeccable. Bon, on verra ça comme ça demain. Mais oui. Merci. Bah, toi aussi. Au même moment, les pompiers de la ville sont sur le qui-vive. Christophe et Emmanuel vérifient à quelle vitesse l'eau est en train de monter. Il faudrait que sur la partie, il ne reste plus grand-chose. Ils prennent des photos dans les quartiers susceptibles d'être inondés. Des clichés qui leur serviront de repères quand ils repasseront un peu plus tard dans la nuit. Ça gonfle pas mal. Ils ne veulent pas trop le montrer, mais ils sont très préoccupés. Lors de la crue du 24 décembre dernier, tout le monde à Quimperlé s'est fait surprendre par la rapidité de la montée des eaux. Cette fois, ils ne veulent pas être pris de court. Vous pensez que ça allait être aussi vite la montée là? On est venu faire une reconnaissance aux alentours de 19h. L'eau était juste au niveau de la cale, à 19h. Donc là, il est 23h45. Bah là, on a le nouveau niveau, quoi. On va aller place des Gorets. Si ce soir les voyants sont au rouge, c'est parce qu'en 3 jours, il a plu ici, l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Et d'après vos relevés, là, c'est une grande crue, là? Elle s'annonce comme ça. Maintenant, vous savez très bien qu'on ne peut jamais prétendre savoir à quelle hauteur elle va monter, quoi. Après 2 heures de patrouille, la partie basse de la ville a déjà considérablement changé de visage. La Leïta a pris possession des quais et ce n'est qu'un début. « 8 heures le lendemain matin. Au premier étage de son hôtel, Jeannot, le patron, découvre l'ampleur de la crue. La petite rivière s'est transformée en un fleuve bouillonnant. Jeannot descend constater les dégâts dans son bar au rez-de-chaussée. Oui, c'est ça. Oui. À l'entrée aussi, quoi. C'est la poignée. Il y a de l'eau partout, jusqu'à 1 mètre de hauteur. Et il ne sait pas jusqu'où le niveau peut encore monter. J'ai qu'à attendre, c'est tout ce que j'ai à faire. Pas le choix, hein. J'ai pas le choix, je peux rien faire de mieux. C'est la 3e fois qu'il vit cette scène-là, en à peine plus d'1 mois. C'est la crue de trop. On était trop contents d'avoir ouvert rapidement. Même les clients s'en apercevaient pas. Tellement c'était propre et puis pas trop abîmé, apparemment. Et il faut refaire la même chose, quoi. Et là, c'est un nouveau coup de masse, quoi. C'est un peu dur quand même, hein. Le bar devrait fermer 1 semaine. L'assurance de Jeannot prend en charge les dégâts matériels, mais pas le manque à gagner. 3 000 € selon lui. En fin de matinée, la crue atteint son pic. Voici une photo de la rivière en temps normal. Et la même vue vendredi midi. La Leïta est montée jusqu'à 4,52 m. Quimperlé a des airs de Venise. Ça attire les curieux. Ça mobilise surtout les sauveteurs aquatiques de la région qui sont venus en renfort. Depuis ce matin, ils doivent évacuer une dizaine d'habitants qui ont été pris de vitesse par la montée des eaux. Au premier étage, une femme a demandé l'aide des pompiers pour sortir de chez elle. Véronique, 50 ans,
a eu le droit d'emporter le strict minimum avec elle. Merci. Madame votre sac. Et moi, ça fait 10 ans que je suis là. C'est la première fois que je vois quand même aussi souvent là. Hein. Pas autant, mais aussi souvent. Oh, c'est énorme, énorme, énorme. Bon. À tous ceux qui ont été évacués comme elle, la mairie propose un hébergement gratuit dans un hôtel. Là, du coup, vous êtes relogé? On va se débrouiller parce que j'ai pas eu le temps d'organiser, mais on va se débrouiller. D'accord, c'est bon, vous avez de voilà. quoi vous débrouiller Ouais, parce que là, on a une voiture. Contrairement à Noël où on n'avait plus de voiture, c'était plus compliqué. Là, on a une voiture. Très bien. Merci. Lors de la crue du 24 décembre dernier, sa voiture a été emportée par les eaux. J'ai tout perdu à Noël, donc j'ai plus rien à perdre. Ça va, c'est bien. Impeccable. Voilà. Véronique en avait eu alors pour plusieurs milliers d'euros de dégâts. En attendant d'être indemnisée par son assurance, elle est décidée à déménager loin des quais pour ne plus être à la merci d'une énième inondation. En début d'après-midi, une décrue s'amorce. Quelques heures plus tard, Nicolas, qui avait dû quitter sa maison un peu précipitamment la veille au soir, en profite pour retourner chez lui. Bienvenue à la maison. Et ça coule. Hein. Il y a encore 50 cm d'eau au rez-de-chaussée. Jusque-là, tout va bien. Faites attention, il y a une marche ici. C'est-à-dire ici, on tombe de 10 cm. Voilà, attends, tac, et voilà. Comme l'indique cette trace sur le mur, l'eau est montée 1 mètre plus haut. Le peu de mobilier qui restait à Nicolas depuis la dernière inondation est bon à jeter. Là, j'ai toute ma vie, là. Mon salon, ma cuisine, les jouets de mon gamin. Il y a sa balançoire qui arrive à tenir le coup parce qu'elle est attachée en haut. Et il n'y a pas que les meubles. La maison elle-même a beaucoup souffert des crues successives. Moi, ma maison, là, j'ai pour au moins 1 an de séchage. Je ne crois pas dire vraiment de bêtises en disant que pendant 1 an, je vais être embêté avec ces inondations. Nicolas va devoir attendre le passage des experts mandatés par son assurance. Il ignore quand il pourra retourner vivre chez lui. Ce soir-là, comme tous les soirs depuis 1 mois, il va dormir dans un logement prêté par une association caritative.